maintenant le premier module en tant que tel. Donc, comme je l'ai dit, tous les modules que nous voyons là sont enregistrés et je vous donnerai l'accès sur YouTube et à tout moment, vous pourrez les revoir. La gestion des identités. Alors, quand on parle de gérer l'identité, on parle de quoi exactement? Alors, la gestion des identités fait référence, je peux dire, Active Directory. Voilà. Nous sommes dans un environnement Microsoft. Donc, euh, le seul élément qui nous permet de gérer les identités, c'est Active Directory. Mais, c'est pas Active Directory comme on le connaît sur Windows Server. Voilà. Puisque là-bas, même son nom a changé. Avant, c'était Azure Active Directory et il a été renommé Microsoft Entra ID. Voilà. Donc, c'est ce service-là, Entra ID, qui va nous permettre de gérer les identités sur Azure. Donc, comment on crée, comment configurer, gérer les identités avec Entra ID. Alors, Entra ID permet, comme je l'ai dit, de créer, de configurer les identités. Parce que c'est grâce à ces identités-là qu'on va pouvoir se connecter aux applications. Donc, quand on vous dit configurer l'accès aux applications, c'est parce que Intra ID a la possibilité, comme Active Directory le fait, d'autoriser ou d'interdire des identités à pouvoir se connecter à une application. Voilà. Donc, à travers plusieurs process, sinon plusieurs, je peux dire plusieurs manières, donc, on a la possibilité de fonctionner comme on le fait avant avec authentification, pas de base, hein, mais authentification Windows ou bien NTLM. Et aujourd'hui, on a l'authentification unique. Hein, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui ont déjà fait cette expérience sur leur PC, avec votre compte Microsoft sur votre PC, Microsoft vous demande de créer peut-être un code, bien un mot de passe comme sur les téléphones. Et une fois que vous mettez ce mot de passe, vous avez accès. Voilà. Il y a aussi le SSO. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler, le single sign-on, qui vous permet de vous connecter une seule fois. Et on ne vous demande plus de vous authentifier pour les autres applications que vous allez utiliser depuis votre PC. Voilà. Donc, avec Intra-ID, on va pouvoir créer des utilisateurs, créer des groupes, faire des paramétrages de droits. Et je vous rappelle que dans Intra-ID, je faisais le comparatif avec Active Directory On-Prem, il n'y a pas de GPO. C'est aussi une particularité de l'AD qui est dans Azure. Il n'y a pas de GPO. Donc, nos amis experts système qui aiment baser tout leur fonctionnement sur des GPO, je ne vais pas vous décourager, mais dans Azure, il n'y a pas de GPO. Mais bien sûr, il y a plein d'autres solutions hein, de sécurité que vous pourrez utiliser. Voilà. Dans Azure également, les utilisateurs et les groupes ne sont pas dans des unités d'organisation. Voilà. Les utilisateurs et les groupes sont créés, on appelle ça flat structure, c'est-à-dire que vous créez, ils sont dans un seul endroit. Vous pouvez juste les ranger par date de création, euh, par ordre alphabétique, ainsi de suite, mais pas d'unité d'organisation. Donc, comme je l'ai dit, du SSO, authentification unique, on peut faire également de la fédération. Et puis,
Les solutions telles que l'authentification multifacteur. Alors, qui peut nous dire un peu ce que c'est que l'authentification multifacteur? Hein? Pour ceux qui ont, c'est que tout le monde utilise, hein, mais peut-être qu'on ne sait pas que c'est ça. L'authentification multifacteur. Tout ça, on a oublié de te souhaiter félicitations hein, pour le bébé. Elle n'est pas là. Bon, quelqu'un d'autre? Un volontaire? Oui, vas-y, si c'est. Moi, dans ma compréhension, une authentification multifacteur, c'est une authentification à deux niveaux. Mhm, Un premier niveau avec un mot de passe, mhm. un deuxième niveau, si tu veux, avec une identification biométrique. Ça peut être, Ouais, mais après, j'ai pas l'écran. ça Ah, vous peut voyez, être elle ne voit pas une, l'écran. Allô? Vas-y, si c'est. Oui. Oui, désolée de vous avoir perturbé. En fait, c'est juste que j'avais un problème avec mon casque et du coup, ça va bloquer. Désolée, je laisse mon collègue continuer. Il n'y a pas de problème, pas de problème. Excusez, vas-y. à, à deux niveaux. Un premier niveau peut-être avec un mot de passe, généralement. Un deuxième niveau avec, comment on appelle, une identification euh, peut-être biométrique. Mhm, Ça peut être un index ou bien facial ou bien avec un objet externe tel que un code qui vient à un téléphone mhm, qui prouve que l'objet appartient à celui qui tente de s'authentifier mhm. pour valider comment on appelle La connexion. la connexion, le processus de connexion. Voilà. Donc, si vous voulez, dans l'authentification multifacteur, il y a un élément très important, c'est que on doit vérifier à un certain moment donné que l'individu qui se connecte a quelque chose qui lui appartient à lui seul. Donc, tu as parlé de facial, empreinte biométrique, tout ça, c'est lié à l'individu. On ne peut pas avoir le même visage, on ne peut pas avoir la même empreinte biométrique, on ne peut pas avoir le même numéro de téléphone pour recevoir le même SMS. Donc, il faut, dans l'authentification multifacteur, à une étape, on ait référence, sinon on fasse référence à quelque chose qui est unique et qui est lié à l'individu qui se connecte. C'est très important de noter ça. Donc, c'est pourquoi, quand tu mets ton login, ton mot de passe, quelqu'un peut euh, pirater, on te demande soit un code qu'on va envoyer sur ton téléphone, ou bien on va appeler ton téléphone, ou bien on va t'envoyer par mail, ou bien une carte à puce. Vraiment quelque chose qui est personnel à toi, pour confirmer que c'est toi. C'est un peu ça l'objet. Voilà. Oui, Oui, oui. Je vais rajouter juste une couche. C'est que l'authentification multifacteur répond au principe de ce que je sais. Ce que je sais, voilà. c'est mon identifiant, mon mot de passe. Et ce que j'ai. Ce que j'ai, c'est quoi? C'est la couche supplémentaire de sécurité qui vient s'ajouter. Donc, soit un code qui peut être généré par Google Authenticator ou bien Microsoft Authenticator ou une carte ou autre chose. Et le troisième aspect, c'est ce que je suis. Donc, celle-là, dans ce cas, il s'agit d'une empreinte ou de l'iris, donc au niveau de la reconnaissance faciale. C'est bon, hein? C'est bien clair. Ok. Bon, nous allons aborder maintenant certains concepts qui vont nous suivre durant toute la formation. Donc, le concept d'identité. Donc, tout à l'heure, on parlait de gestion d'identité. Oui, tu sais? Excusez-moi,
Je ne sais pas si on va en parler plus tard. Quelle est la différence entre l'authentification MFA et FIDO? Je vous envoie la réponse tout à l'heure dans le groupe. OK, merci. Donc, une identité, c'est un objet qui peut être authentifié. Rappelez-vous, pour ceux qui connaissent un peu le concept d'Active Directory, Active Directory gère des objets. Un objet dans Active Directory fait référence à un utilisateur ou à une machine. Vous me suivez très bien, hein? Donc, une identité, c'est un objet qu'on peut authentifier. Donc, dans Azure, l'identité va au-delà. C'est pourquoi j'ai dit, bon, je fais un peu le parallèle avec Active Directory, mais il y a des différences. L'identité va au-delà d'un simple compte utilisateur ou bien d'un simple compte machine. Donc, c'est tout objet qu'on peut authentifier. Et lorsque on prend un objet qu'on peut authentifier et on y ajoute, non, on associe des données, ça devient un compte. Les données dont on parle ici, ce sont les attributs. Donc, par exemple, si je prends Conan, qui est un compte utilisateur, et que j'associe des attributs, comme par exemple son, son rôle dans l'organisation, le département où il travaille, le service, le lieu où il travaille, avec plein d'autres données, son numéro de téléphone, ainsi de suite, ça devient un compte. Donc, les données dont on parle ici, ce sont les attributs, bon, si vous voulez, du compte. Voilà. Et un compte intra-ID, c'est une identité qui a été créée par le biais de Microsoft Entra ID, qui est en parenthèse l'Azure AD, ou bien un autre service cloud Microsoft. Bon, alors je suis un peu lent pour vous expliquer. Parce que quand on va arriver devant là-bas, je suppose que vous maîtrisez déjà ce concept, donc ce sera plus rapide. Donc, Entra ID, c'est l'Active Directory qui est dans le cloud. Donc, c'est pas chez Entra ID qu'on va créer des comptes. Donc, chaque fois que vous créez un compte dans Azure Active Directory ou bien Microsoft Entra ID, on appelle ce compte un compte Entra ID. Mais ça ne se limite pas là. Lorsque vous créez un compte avec d'autres services cloud de Microsoft, ce compte-là aussi s'appelle un compte Entra ID. Exemple, lorsque vous utilisez une solution de messagerie grand public comme Hotmail, comme Outlook.com, Outlook.fr, vous m'arrêtez là, et que vous créez un compte là-bas, dites-vous que ce compte-là est un compte Intra-ID. Voilà. Allons-y doucement pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'en réalité, Microsoft n'a pas 1000 clouds. Microsoft a un seul cloud. Et le service de gestion d'identité qui est dans le cloud de Microsoft s'appelle Intra-ID. Et ce cloud de Microsoft-là, il y a une partie grand public que je viens de citer. Et puis, il y a une partie, si vous voulez, entreprise bien professionnelle, qui est le Azure que nous, on connaît. Donc, chaque fois que tu crées un compte sur Outlook, bien Hotmail, dis-toi que derrière l'outil de gestion d'identité qui t'a permis de créer ce compte, d'avoir accès à cette messagerie publique là, c'est Intra ID. Vous me comprenez? Donc, ne pensez pas que ce sont des environnements isolés. C'est le même environnement cloud. C'est bon? Bon, je vous laisse le temps de digérer. Et c'est pourquoi, quand on parle d'utilisation des données personnelles, c'est difficile à contrôler. Parce que si déjà, avec Azure, quand tu crées ton tenant,
c'est intra-ID. Quand tu es dans le grand public, Outlook.fr, tu crées une boîte mail personnelle, c'est intra-ID qui est derrière. Ça veut dire qu'en réalité, Microsoft peut tout contrôler. Bon, notre souhait est que vraiment, il ne le fasse pas. Mais on ne sait pas. Voilà. Par la suite, nous avons ce qu'on appelle tenant. Bon, ici, les slides sont en français, mais l'expression en anglais, c'est tenant. En français, on parle de locataire ou annuaire. Donc, si vous voulez aller sur le cloud, mais commencer à utiliser les services cloud, vous devez commencer d'abord par la création d'un tenant, ou bien d'un locataire, ou bien d'un annuaire. C'est quoi un tenant? Tout à l'heure, je parlais de Intra-ID. Donc, Intra-ID, c'est l'annuaire principal de tous les services Microsoft dans le cloud. Peu importe que ce soit privé, professionnel ou, je sais pas, personnel, ou tout ce que vous voulez. Mais l'annuaire principal qui gère tout ça, c'est Intra-ID. Voyez cela comme si vous voulez une grosse base de données. Voilà. Pour ceux qui ont fait un peu la gestion de base de données. C'est comme une grosse base de données. Et un tenant, c'est comme une instance de cette base de données. Donc, quand M. Pré décide d'envoyer ses services sur Azure, on va lui demander de proposer un nom pour son tenant. Donc, si c'est Pré, Microsoft va dire, bon, OK, votre tenant Pré, c'est pré.onmicrosoft.com. Et vous allez remarquer que presque tous les tenants sont comme des sous-domaines d'un domaine principal qu'on appelle onmicrosoft.com. Voilà. Donc, comprenez très bien qu'un tenant qui vous permet de pouvoir travailler dans l'environnement cloud de Microsoft n'est qu'une instance, une partie, une petite partie de l'annuaire principal qui est Intra-ID. Donc, on peut l'appeler un locataire, un répertoire, l'annuaire, mais retenez que c'est juste une partie, une petite partie. Et le fait que ça se comporte comme une instance crée ce qu'on appelle de l'isolation. Donc, vous voyez que dans le même intra-ID, on peut être des milliers, des millions à avoir des tenants, et puis chacun va fonctionner dans son tenant. Je peux avoir des problèmes dans mon tenant, et cela n'impactera pas les autres tenants. C'est comme une base de données. Voilà. Si dans ton instance, tu as des problèmes, ça ne va pas impacter les autres instances. Tu peux continuer à fonctionner. Voilà. Les autres instances auront des problèmes lorsque la base de données principale a un souci. Donc ici, si je fais le comparatif, comme j'aime à le faire, la base de données ici, c'est Intra-ID. Vos tenants sont des instances. C'est bon? Tout à l'heure, Chiché a posé la question concernant souscription. C'est souscription ou abonnement. Donc, je disais que c'est votre compte ou votre ligne budgétaire ou crédit qui vous permet de pouvoir payer les services Azure que vous utilisez. Et chaque fois que vous sollicitez un service, Azure va aller regarder ce compte-là, ton abonnement, pour voir si tu as suffisamment d'argent pour supporter le service que tu veux utiliser. C'est bon? OK. Un petit rappel, entre Intra-ID et puis là, on-prem, il y a des petites différences. Je vais noter deux éléments importants. C'est que Intra-ID, c'est dans le cloud. Active Directory, c'est on-prem, sur Windows Server. Les deux sont utilisés pour gérer des identités, pour contrôler ou bien paramétrer les accès aux applications, ainsi de suite, ou bien aux équipements.
Mais du point de vue structurel, il y a des différences. Parce que l'AD on-prem va gérer des objets en se basant sur euh, un modèle d'authentification qui est différent du modèle d'authentification d'Azure. Même au niveau de la connexion, pendant que Azure va utiliser le reste, c'est pas pour ceux. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il est développeur d'application là. C'est qui? Bon, Eric, Voilà. Le reste API. Tu peux nous expliquer un peu, enfin, éclairer un peu? bon, c'est un ensemble de méthodes qui permettent d'interroger des ressources de façon sécurisée. Il y Mhm. a plusieurs types de requêtes, du GET, du POST. C'est ça. Bon, c'est assez vaste à expliquer. C'est comment? C'est facile à Oui, expliquer. c'est assez vaste à expliquer. Oui, c'est vaste, mais en fait, c'est pour dire que quand on est sur Azure, voici un peu comment on peut procéder pour se connecter, soit le HTTP ou le HTTPS en utilisant le REST API. Bon, je dis REST API parce que la formule en anglais, c'est comme ça. C'est bon? Les protocoles d'authentification, on a euh, OpenID. Alors, j'insiste sur le OpenID parce que c'est grâce à cette méthode-là, sinon grâce à ce protocole-là, que Azure peut se connecter à n'importe quel fournisseur d'authenticité ou bien à n'importe quel fournisseur d'annuaire. Voilà. Donc, ne pensez pas que comme Azure, c'est Microsoft, donc c'est Microsoft. Non. Intra ID peut gérer des utilisateurs venant d'un autre fournisseur d'annuaire. Donnez-moi un exemple. Les experts en réseau. Oui, LDAP, monsieur C. Oui, non, LDAP Un comme exemple annuaire. de quoi? Vous voulez que je d'annuaire, donne un d'annuaire qui n'est d'annuaire pas Microsoft. J'ai dit LDAP, LDAP. Oui, oui, LDAP? oui, LDAP, oui. Donc, une fois qu'on est sur Azure, là, Microsoft s'est arrangé de ne pas limiter, si vous voulez, les performances de Intra ID. Voilà. Pour que tout le monde, selon son environnement, puisse se connecter à Azure grâce à OpenID. Bon, les autres, Windows Federation et autres, bon, voilà. Oui, si c'est. Tu avais posé cette question. Moi, j'avais plutôt pensé à l'endroit d'un autre, si tu veux, provider cloud, notamment Ah non. AWS. Mais il peut Est-ce, aussi. est- est-ce Il se que connecte aussi. ah, ok, ok. Il se Tant mieux. connecte Merci. aussi. Merci. Mais c'est tout ça qui passe par OpenID. Voilà, les OVH et autres, tout ça là. Azure peut les gérer. Si vous voulez, Azure a une solution qui te permet de pouvoir, c'est-à-dire que si tu as des VM même sur Azure et que tu as d'autres VM, d'autres solutions qui touchent sur des VM sur AWS ou bien sur OVH et consorts, il a un service qui te permet de pouvoir les interconnecter. Bon, ça va te coûter un peu cher, mais c'est possible. C'est bon? Voilà. Une autre grande différence, c'est que on-prem, on va utiliser le Kerberos. J'espère que vous avez entendu ce nom-là une fois au moins, pour authentifier les utilisateurs. Ce qui n'est pas le cas sur Azure. Donc, Azure nous offre des plans. Si vous voulez, quand on veut créer des, un compte Azure, bon, pas un compte utilisateur, mais notre tenant, on a besoin de créer un tenant gratuit.
un tenant P1, un tenant P2, et puis un tenant suite Microsoft Intra. Bon, je vais vous prendre ce qui est beaucoup utilisé. On a le gratuit, c'est-à-dire si tout de suite, vous partez sur Google, vous tapez créer un compte Azure. Le premier lien qui s'affiche, vous cliquez dessus, vous créez votre compte Azure, vous aurez un tenant gratuit. Donc voici les fonctionnalités qui sont possibles dans ce tenant gratuit. Authentification unique, authentification cloud fédérée, portail de gestion des comptes en libre service. On va voir ça tout à l'heure. L'authentification multifacteur qu'on a déjà expliqué. Donc, en général, les euh, entreprises vont utiliser le P1, sinon le P2, en général. P1 ou P2. Mais vous, lors des labs, c'est le P2 que vous allez utiliser pour avoir presque toutes les fonctionnalités. Ensuite, Intra, site Microsoft Intra, approvisionnement automatisé d'utilisateurs et de coûts dans les applications. Mon ami développeur, il sait de quoi on parle ici, c'est-à-dire que vous créez une application et puis vous avez votre Microsoft Intra ID où se trouvent les comptes utilisateurs. Lorsque vous avez cette fonctionnalité qui est activée, et que depuis l'application, vous avez la possibilité de récupérer les comptes utilisateurs. Si vous voulez, c'est un peu comme une autorisation que Microsoft fait à l'application de pouvoir interroger la base de données AD. Voilà. Alors, le PIM, Privileged Identity Management, permet de configurer des droits tout en spécifiant la période sur laquelle ces droits-là sont valables. Voilà. C'est pourquoi on parle de PIM. Donc, on peut dire, bon, euh, Monsieur Eric, il a tous les droits admin le lundi de 8 h à 14 h. On appelle ça admin pack. Donc, lundi matin, quand il arrive, il va activer ce pack. Donc, il aura tous les droits. Une fois 14 h arrive, c'est terminé. C'est comme s'il n'a jamais il n'a jamais existé. Donc, on fait ça aussi pour pouvoir accorder des droits momentanés, hein, bien calculés, à des utilisateurs pour des actions spontanées, si vous voulez. On a la gouvernance des identités. J'ai une question à l'occasion. Vas-y, vas-y. Ouais, merci. Justement, quand tu as parlé des PAG, et du coup, dans ce cas-là, c'est quoi la différence? Enfin, j'arrive à comprendre, mais pas trop la La différence différence entre PAG et airbag, et les rôles airbag. Ok. Bon. Mhm. Le RBAC, c'est Role Based Access Control. Vous me suivez? Donc, le contrôle d'accès basé sur le rôle. Donc, ça veut dire que vos accès vont dépendre du rôle qu'on vous a attribué, soit dans Intra ID, bien sûr, vous voulez dans Azure. C'est différent parce qu'on peut dire, bon, monsieur, pardon, excuse-moi, hein. Donc, rappelle-moi ton nom. Gilo. OK. Monsieur Kilo est contributeur. Si vous voulez, dans Airbag, les rôles sont bien définis. Vous êtes soit euh, euh, propriétaire, contributeur, lecteur, ainsi de suite. C'est bien défini. Donc, quand on dit que vous êtes contributeur sur quelque chose bien défini, c'est-à-dire que vous avez certains droits, mais qui diffèrent du propriétaire de la chose. Excusez. Oui, Le contributeur, par exemple, il a tous les droits, sauf qu'il ne peut pas modifier des, des droits d'autres utilisateurs, ou bien il ne peut pas élever les droits, par exemple, d'autres utilisateurs. Donc, par exemple,
Si un utilisateur est lecteur, toi, en tant que contributeur, tu ne peux pas lui permettre d'être, par exemple, administrateur ou bien avoir le contrôle total. Tu vois un peu. Parce que entre lecteur et contrôle total, c'est comme si tu faisais une élévation du niveau des droits. Tu ne peux pas faire ça. Donc, le airbag, tu auras des droits, mais qui seront fonction du rôle qu'on vous a attribué. Alors que l'admin pack, on dit par exemple que vous êtes administrateur, comment je fais ça? Domaine admin, par exemple. Quand vous êtes domaine admin, on vous affecte ce rôle de domaine admin là, mais sur un temps bien donné. Alors que le airbag, une fois qu'on vous a donné, c'est fini, jusqu'à ce qu'on vous le retire. Or, le PIM, c'est dans la configuration qui détermine même quand ça commence et quand ça finit. Tu vois un peu la différence? Si tu veux Ouais, ouais, c'est bon. Le Merci. PIM ou bien l'admin pack, c'est côté AD ou bien côté intra-ID. Pendant que le airbag, c'est sur les ressources. Tu vois un peu? On va voir Ouais, ça ok, aussi vers la merci. fin. Donc, la différence entre les deux, c'est que l'admin pack, à travers le PIM, c'est sur les droits ou bien les rôles dans l'environnement Azure. C'est-à-dire que dans Intra-ID, qui couvre tout votre environnement Azure. Pendant que le airbag, c'est sur des ressources. Par exemple, un stockage, une VM, un réseau, ou un peu. C'est un peu là aussi la différence. Donc, première différence, l'admin pack, quand on vous donne, c'est délimité. Ça commence quand, ça finit quand. Pendant que le airbag, c'est jusqu'à ce qu'on te retire. Deuxième Ouais, différence, le pack, c'est on dans le t'a domaine. perdu. On t'avait perdu un Ah, ok, moment. ok, désolé, désolé. Donc, je disais que deux grandes différences. Première différence, l'admin pack, c'est dans le domaine, dans Intra-ID. Pendant que le airbag, c'est sur les ressources. Autre différence, l'admin pack délimité, ça commence quand, ça finit quand. Le airbag, une fois qu'on vous l'affecte, c'est C'est jusqu'à ce qu'on te permanent. retire. C'est bon? Oui, C'est clair, ok. merci. Donc, tout à l'heure, on parlait de gestion. À ma fin. Non, ça, c'est pas MFA. Ici, c'est le self-service password. Bon, en français, comment on dit ça? Excusez-moi, j'ai tout utilisé en anglais. Donc, la réinitialisation de mots de passe en libre service. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, le self-service password. Donc, ça vous permet vous-même de réinitialiser votre mot de passe sans avoir recours à un administrateur. Bon, on a tous été, je dirais pas victimes, mais quand tu es administrateur, à chaque fois, un utilisateur va dire, non, j'ai oublié mon mot de passe. Non, j'ai oublié mon mot de passe. Et tu es obligé de faire le reset toi-même pour lui. Et à la fin, il va t'accuser que toi, tu connais tous ces mots de passe. Non, bon. Donc, la solution, c'est que ici, on donne la possibilité à l'utilisateur lui-même de pouvoir réinitialiser son mot de passe. Voilà. S'il veut, ou bien quand cela se présente. Donc, avant de le faire, première des choses, il faut savoir que on peut ne pas appliquer cela à tout le monde. Parce que dans une organisation, il y a ce qu'on appelle la discrimination positive. On a les, bon, je ne parle pas des VIP, on a le top management, hein, le HQ, les hommes de la grande, la haute direction, PDG, DG, DAF, toutes ces personnes-là. Bon, je vous conseille de ne pas les mettre dans ce truc-là. Laissez-les tranquilles dans leur coin. Ensuite, on a le milieu mou, hein, les managers, les IT, les ingénieurs. Bon, eux là, connaissent tout ça, ils ont le temps, et donc eux, on peut les mettre dedans. Et puis après, on a les standardistes, hein, les autres gars de l'entreprise, les chauffeurs, les coursiers, tout ça. Donc, il faut décider sur qui est-ce qu'on veut appliquer le self-service password. Première des choses. Deuxième des choses, il faut choisir la méthode. Voilà. Donc, la méthode, soit par email, par téléphone ou par question.
En général, ce que on a l'habitude d'utiliser pour moins fatiguer les IT, c'est par question. Donc, on choisit le nombre de questions et les questions auxquelles les utilisateurs vont répondre. Donc, si je prends par exemple 3 questions, ne pas prendre beaucoup, il faut choisir les réponses pour lesquelles on n'aura pas de variation dans le temps. Ou bien choisir, voilà, c'est un peu ça. Donc, on va vous demander par exemple quel est le nom de votre première école, voilà, le nom de votre première entreprise où vous avez travaillé, le nom de ta chérie. Bon, on espère que ça ne va pas varier dans le temps. Voilà, la couleur que tu aimes, tout ça. Donc, il faut choisir des questions et des réponses pour lesquelles on est sûr qu'il n'y aura pas de variation dans le temps. Parce que même à 90 ans, le nom de ton école primaire n'a pas changé. Ou bien, par exemple, le nom de ta maman n'a pas changé. Le nom de la première entreprise où tu as travaillé n'a pas changé. Mais ta couleur préférée peut changer aussi. Le nom de ta femme, je ne souhaite pas. Bon, excusez-moi. Donc, choisis ceux-ci qui en appliquent, la méthode par question, et puis le nombre de questions. Et une fois que c'est configuré, les utilisateurs qui ont été identifiés devant utiliser le self-service password vont recevoir une notification par mail et ils vont avoir un lien, ils vont cliquer sur le lien, aller et répondre à ces questions. Donc, le jour où ils auront des difficultés à se connecter, quand ils vont vouloir réinitialiser, paf, les questions vont s'afficher. Et là, il ne faut pas te tromper, hein. Faut être sûr que les réponses que tu vas donner aux questions sont les bonnes. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai insisté. Il faut que ce soit des réponses qui ne varient pas dans le temps. Hein? Donc, vous allez dire ça aussi à vos utilisateurs. Sinon, ceux qui vont faire le malin, mettre des choses qu'ils veulent, voilà, parce que ils pensent que c'est de la plaisanterie, mais le jour ils seront confrontés à un compte euh, qui est bloqué, où devons reset le password. Bon, ce sera compliqué. Ce sera encore vous, l'IT, qui allez encore repartir dans un try d'y aller reparamétrer ou bien reset pour lui. Or, c'est ce qu'on veut éviter. En, en proposant cette solution, c'est de libérer les IT d'une tâche que moi je peux juger rébarbative pour que ce temps-là soit consacré à d'autres choses à valeur ajoutée. Voilà, c'est l'objectif qui est là. Parce que le fait de faire clic droit, reset, je ne vois pas en quoi est-ce que ça rend un IT plus intelligent ou bien ça le rend encore plus fort. Voilà. Donc, il faut l'utiliser et à bon escient. C'est bon? Alors, configuration et gestion des identités. Voilà à quoi ressemble, si vous voulez, la partie utilisateur dans Azure. C'est pas comme dans Active Directory, on a des dossiers et autres, tout ça. Non, je vous l'ai déjà dit. Il n'y a pas d'unité d'organisation. Quand tu cliques sur utilisateur, tous les utilisateurs s'affichent. Voilà. Donc, on l'a vu lors des différents concepts. Un compte, c'est une identité à laquelle est associé quoi? Des données. Donc, quand tu es en train de créer un compte utilisateur, dis-toi que en dehors des login que tu mets, il faut remplir les autres champs. C'est très important parce que je, je vous ai dit également qu'il n'y a pas de GPO dans Azure. Mais Azure va utiliser ces différents éléments-là pour pouvoir appliquer certaines mesures de sécurité. Donc, si en créant les comptes utilisateurs, vous ne remplissez pas les autres attributs, bon, vous aurez une base de données intra, je peux dire presque vide. Donc, si vous avez des mesures de sécurité appliquées, bon, voilà, ça sera très difficile pour vous de le faire. Or, l'objectif, c'est ça, c'est de vous simplifier là aussi la tâche. L'IT, il y a quelqu'un qui le disait, c'est l'homme le plus paresseux dans l'esprit. Parce qu'il trouve toujours des solutions pour ne pas se fatiguer. Voilà. Donc, en créant les comptes utilisateurs, prendre soin de remplir tous les champs des attributs, c'est très important. Et n'importe quel utilisateur qui doit utiliser des services dans notre environnement Azure doit obligatoirement avoir un compte. Parce que si tu n'as pas de compte, tu ne vois pas comment est-ce que tu vas pouvoir te connecter.
Lors de la création de l'utilisateur, on a deux options, hein, ce qui n'existe pas dans l'AD on-prem. On peut créer un nouveau utilisateur, c'est-à-dire qu'il va avoir une adresse email avec notre nom de domaine, ou bien on peut inviter un utilisateur. C'est-à-dire, par exemple, vous travaillez avec un consultant qui a son compte là-bas, ils sont déjà sur Azure, ou bon, je sais pas. Mais au lieu de lui créer un compte chez vous, pour 3 mois ou 6 mois après, supprimer, ou bien souvent on oublie de supprimer, on peut juste l'inviter. Il va recevoir un lien dans sa boîte mail, il clique sur le lien pour accepter et son compte va s'ajouter dans votre base intra-ID comme si c'était un utilisateur à vous. Et ce compte-là, malgré que son adresse email sera différente des autres adresses email de votre domaine, vous pourrez également lui attribuer des rôles. Tu peux le manipuler comme un utilisateur que tu as créé. C'est aussi ça la magie. Voilà. Donc, très très important. Les groupes, c'est à peu près la même chose avec, je peux dire, deux petites différences. Donc, on a des groupes de sécurité et on a les groupes Microsoft 365 qui remplacent, hein, les groupes de distribution. Bon, c'est juste, voilà. Donc, ici, la différence, c'est que le groupe Microsoft 365 remplace les groupes de distribution. L'appartenance, là-bas aussi, il y a une différence. On a attribué, utilisateur dynamique, appareil dynamique. Attribué, c'est le fonctionnement ordinaire, c'est-à-dire, quand tu crées un groupe, toi-même, tu affectes à ce groupe l'utilisateur que tu veux. Donc, les membres de ce groupe-là, c'est toi-même manuellement, tu vas les ajouter. Ça, c'est le fonctionnement attribué. Et ce que Azure vient ajouter, c'est la partie dynamique. Vous allez voir ça aussi dans un lab. Je crois que c'est le lab 2, sans me tromper. C'est-à-dire, vous créez un groupe. Par exemple, le groupe AZ104 du mois de juin. Et on va dire que pour appartenir à ce groupe-là, il faut que l'utilisateur soit, par exemple, un IT, simplement. Or, tout à l'heure, je vous ai dit que quand vous créez un compte utilisateur, il faut prendre soin de remplir tous les attributs. Parce que Azure peut avoir besoin de certains attributs pour des actions. C'est le cas ici. Donc, pour savoir quel utilisateur est IT, il faut que Intra-ID aille lire dans ses attributs un champ, par exemple, qui correspond à son rôle ou à sa fonction, qui est IT. Or, si vous n'avez pas rempli, ça sera compliqué. Donc, la partie dynamique, ce n'est plus nous, en tant que IT, qui affectons les utilisateurs dans les groupes ou bien qui les retirons, mais ça se fait de manière dynamique, ne pas dire automatique, lorsque l'utilisateur remplit les conditions. Donc, il y a des conditions qui vont être définies pour appartenir au groupe. Et lorsque l'utilisateur remplit les conditions, automatiquement, il devient membre du groupe. Le jour où une de ces conditions va faire défaut, automatiquement, l'utilisateur n'est plus membre de ce groupe. Donc, si par exemple, tout à l'heure, je prends un compte utilisateur et que j'enlève la partie, euh, par exemple, fonction, comme Tunisia l'a dit, elle a fait une reconversion, et que je mets dans la partie fonction, par exemple, Bruxelles, automatiquement, l'utilisateur n'est plus membre de ce groupe. C'est comme ça que ça marche, la partie dynamique. Et c'est la même chose pour les appareils. C'est bon? La gestion des licences. Bon, on a déjà vu pour la partie intra, hein, les différents types de plans gratuits P1, P2 et intra. Donc là-bas, ce que vous devez retenir, c'est que quand vous êtes dans Azure, on n'attribue pas de licence à chaque utilisateur. Ne faites pas de confusion, j'insiste. On n'attribue pas de licence à chaque utilisateur. La licence intra-ID, qui est le P1 ou le P2,
est affecté à tout le tenant. Tout le tenant. Maintenant, quand on descend maintenant dans Office 365 ou bien Microsoft 365, là, les licences doivent être affectées à chaque utilisateur parce que ce sont des licences d'utilisation des services. Retenez que Microsoft 365 se trouve à la périphérique, sinon au niveau, euh, je peux dire le niveau superficiel hein, de Azure. C'est dans la partie software as a service. Donc là, vous vous connectez et vous utilisez le service. Donc dans ce cas-là, chaque utilisateur doit avoir une licence. Exemple, la licence Microsoft 365 la plus utilisée, c'est E3, par exemple. Donc si vous avez 100 utilisateurs, rassurez-vous que chacun de ces utilisateurs ait la licence pour pouvoir utiliser les services comme Teams, comme Outlook, comme par exemple Yammer, OneDrive et tout ce que vous voulez. Donc, voici les deux modèles. Et c'est différent, ne confondez pas. Intra ID, la licence est pour tout le tenant. Microsoft 365, chaque utilisateur doit avoir sa licence. Et donc, tout à l'heure, je vous parlais de gestion de cycle de vie. Quand vous êtes dans Microsoft 365, pour éviter de faire du gâchis, bien du gaspillage, parce que vous, en tant que IT, sinon admin, votre rôle ne sera pas tous les jours hein, d'avoir la main sur le clavier ou bien la souris en train de tourner dans le portail. Non. Votre rôle sera, je peux dire à 70 à 80%, en train de conseiller, hein, indiquer les bonnes pratiques, ce qui est normal de faire. Donc, si vous-même vous ne savez pas, qu'est-ce que vous allez conseiller aux gens? Voilà. Donc, il faut savoir que dans la gestion du cycle de vie, quand un utilisateur n'est plus de l'effectif, il faut rapidement aller désactiver sa licence. Parce que la licence que Microsoft vous vend, elle est valable pour un an. Bon, il y a des contrats de 1 an, 3 ans, mais le minimum, c'est un an. Donc, si vous payez, par exemple, 340 ou 350 dollars pour une licence E5, c'est valable pour un an. Si en cours d'année, le collaborateur démissionne, vous partez désactiver. Ça vous fait une licence de disponible que vous pourrez affecter, par exemple, à un nouveau arrivant. Mais ceux qui ne le savent pas, chaque fois, ils payent, par exemple, 300 licences. Quand un utilisateur démissionne, ils ne vont pas désactiver. Et chaque fois qu'il y a un nouveau qui vient, ils font la commande d'une nouvelle licence. Donc, tout ça, c'est du gaspillage. Et rappelez-vous, comme je l'ai dit sur Azure, rien n'est gratuit. Tout est payant. Donc, du coup, il faut prendre soin de bien gérer les ressources. Alors, sur ce, vous aurez le premier lab euh, sur la gestion des identités. Donc, je vais enfin, pas, je vais couper mon partage et je vais un volontaire qui est déjà connecté sur son environnement de lab qui va nous partager pour que tout le monde puisse voir comment on se connecte, comment on démarre un lab, comment on exécute un lab. Un volontaire, Euh, D'abord, j'avais une question. vas-y. Euh, pour l'environnement de lab, là, il faut d'abord créer le compte. Parce qu'on doit créer d'abord le Non, compte Learn. Si tu as un compte Gmail, tu peux utiliser. Ah, ok, d'accord. Donc, je lance juste le lien que tu as partagé là, puis je... C'est Oui. ça? Ah, ok, Qui est, d'accord. qui est déjà connecté? Qui prenne la main? Qui est déjà connecté? Qui prenne la main? Excuse-moi, et pardon. Et il faut qu'on crée des comptes avec les 200 euros gratuits, c'est ça? Les comptes avec? Avec les 200 euros, 200 $ qu'on peut avoir pour utiliser le net. Non, 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 non. Ça, c'est... OK. Je vous envoie un lien avec un code. C'est l'environnement de lab officiel de Microsoft. Vous
vous pouvez disposer de cet environnement pendant 6 mois à compter de la date d'aujourd'hui. Ah, Ça- ok. Voilà. Ça n'a rien à voir Et, avec le gratuit. Ça, c'est pas ok, gratuit, c'est le lab officiel. Je peux dire que là-bas même, d'accord, il n'y a pas de limite. d'accord. Voilà. Donc, que quelqu'un se connecte pour qu'on puisse expliquer un peu comment l'environnement de lab se présente et puis comment on l'utilise. Un volontaire. Allô, monsieur Bonan, je peux partager mon écran, Guy Roger? Vas-y, il faut partager. Ok. Ouais, c'est ça. Allô? Et Est-ce que allô, vous, allô, oui, est-ce que vous voyez mon écran? je vois Oui. bien. Bon, là, on me dit Il accès faut cliquer restrict. sur, il faut cliquer sur ma formation. Il faut cliquer sur ma formation et vous mettez le Ma, code. ma formation, tu mets le code. Donc, c'est valable pour tout le monde, hein, suivez. Ouais. Et vous mettez le code que vous avez reçu par, La clé de utilisez la formation. clé. Utilisez la clé, ok. Ça marche bien. Donc, descends un peu. Descends. Roger, descends un peu la page. Non, non, non. Ah, On voit plus, hein, on voit plus la fenêtre. vous voyez, ok, je reprends le partage. C'est ton bureau qui est partagé, mais on voit plus la fenêtre. C'est bon? Oui, donc je dis de descendre un peu la page. Dans la Ok, page, un peu en bas. Voilà, c'est bon, c'est bon. C'est bon, non, remonte, remonte. ok. Voilà, c'est bon, c'est bon. Donc, dans cette partie, être prêt, vérification de logiciel. Afficher l'accord. Faut Je cliquer clique sur. là, Oui, afficher oui, l'accord. oui, oui. Ok, Bon, normalement, vous devez lire, hein. Vous devez lire d'accord. jusqu'à la fin. Mais bon, non, 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 attends, attends. Faut défiler jusqu'à la fin avant de se mettre d'accord. Voilà. Mais on n'a pas le choix, tant qu'on ne valide pas, on ne pourra pas Oui, mais passer au c'est test. c'est pourquoi j'ai dit tu dois prendre au moins le temps de lire un jour. Oui, ok. Faut On lit valider. jamais ça. Faut valider. Ok, donc là, c'est passé au vert. Donc, tu descends encore. Voilà. Donc, vous voyez que maintenant, vous avez les labs qui sont en dessous. Voilà. Donc, il y a bon, le premier là, c'est vraiment la prise en main. C'est pas obligatoire. C'est juste voir à quoi ressemble l'environnement. Descends. C'est bon? C'est bon. Donc, ensuite, on a le airbag. Donc, tout à l'heure, euh, l'autre a posé la question. On verra dans le prochain module. Donc, tous les labs sont là. Et pour chaque lab, vous avez 10 tentatives. Donc, n'ayez pas peur. Les 10, ça même, c'est beaucoup. Il y en a qui ne vont même pas finir les 10. Donc, chaque fois que vous cliquez sur Launch, ça fait une tentative. Et regardez le temps, chaque lab. Par exemple, il faut remonter sur le premier. Le premier, voilà, c'est bon. Le premier lab, durée prévue 1 heure. C'est bon? Ok, Donc, une œuvre, donc, ça. voilà. Donc, ça veut dire qu'avant de lancer le lab, rassurez-vous que vous avez au moins un créneau d'au moins 1 heure. Hein, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, entre midi et deux, à la pause, bien le soir. Bon, quand les enfants vont vous laisser un peu tranquille, donc trouvez au moins un moment, vous aurez au moins 1 heure continue. Sinon, si vous commencez que vous ne terminez pas et que les 1 heure arrivent, on considère que vous avez fait une tentative.
Ils ont mis 10 tentatives parce que vous pourrez être amené à refaire le même lab plusieurs fois pour mieux comprendre certaines choses. Sinon, on allait mettre une seule fois. Mais bon. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Et puis, descend encore en bas. Donc, ça, ce sont les labs ordinaires. Descend. En bas, vous aurez les challenge labs. En bas même, hein. Descend encore, descend. C'est bon? Non, non. Remonte maintenant. C'est trop parti. Oui, Challenge Lab. Voilà. C'est- Donc, vous voyez que les challenge labs, les durées sont moins. Pendant que les autres labs, c'est 1 h 30, les challenge labs, c'est 30 minutes. En fait, les challenge labs permettent de mesurer que vous êtes vraiment prêt, que vous maîtrisez la technologie. Donc, ce que vous avez l'habitude de faire en 1 heure, 2 heures, quand vous maîtrisez, ça va prendre moins de temps. D'où les challenge labs. C'est bon? Et les challenge labs, vous avez 5 tentatives au lieu de 10 comme les autres. Mais vous avez tout ça sur 6 mois. Cela ne veut pas dire que vous devez attendre 6 mois avant de passer l'examen. Les vouchers que j'ai payés pour vous là, c'est valable pour 1 an. Ça ne veut pas dire aussi que vous devez attendre 1 an avant de passer l'examen. Mon souhait est que, après la fin de la formation, tout au plus 1 mois ou 2 mois maxi, vous avez passé l'examen. Pour ne pas qu'il y ait d'autres choses qui vont entrer dedans. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous présenter. Donc, va en haut et puis clique sur le premier lab. Lunch. Lancement, voilà. Il a lancé. Ah oui, Normalement, building il doit ouvrir une fenêtre à côté ou quelque chose comme ça. à côté. Excusez-moi. Il dit dans 1 minute, hein. Allô? Oui, allô, Tunisia? Oui, j'ai juste une question parce que là, en suivant ce que notre collègue a défilé, en fait, moi, je trouve pas tout en bas la partie Challenge Lab. J'ai sur ma fenêtre, j'ai jusqu'à 14 exercices. C'est des entraînements de 1 heure, mais j'ai pas la partie Challenge Lab de 30 minutes là que vous avez précisé. C'est pareil pour moi. Également pour moi aussi, hein, je viens de vérifier. Allô, qui partage son écran? Oui, c'est Guy Roger. Tu peux remonter? De Où on fermer a... cette fenêtre-là. Non, 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 remonte. Où on a vu l'accord là. Le lab est ouvert. Non, non, reste sur la première page là, où on a Ok. vu les différents là. Voilà, Ici. voilà, il faut remonter. Est-ce que vous avez accepté l'accord? Oui, 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 moi. Oui, on a accepté l'accord, hein, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas ce challenge-là. Ok. Bon, qui d'autre? Pour que je puisse voir. il y a Non, moi, non. Eric. Moi aussi. Bon, Moi euh, également. Moi, pareil. hein, envoyez-moi, C'est pareil aussi pour moi. pour tout le monde, envoyez-moi dans le parce que groupe moi WhatsApp. aussi. Moi, je les mets en français pour Mettez tester vos ça. noms dans le groupe WhatsApp, et puis je vais checker ça après. Mais Ok, comme ça marche. Guy Roger l'a montré, normalement, vous devez avoir accès au Challenge Lab aussi. Ouais, je l'ai fait pour tout le monde. Bon, comme l'informatique est ce qu'il est. Donc, Guy Roger, allons-y maintenant sur le lab qui est ouvert.
Dis Roger, allons-y. Oui, oui. Faut partager l'autre fenêtre. Vous voyez pas? Non, 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 c'est la première page qu'on voit. Ah, ok. Là. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon maintenant. Ok. Ok. Donc, dans le lab, vous avez les instructions et les ressources. Voilà. Donc, excusez-moi. Les instructions vous disent ce qu'il y a à faire. Les ressources, voici les ressources. Les ressources, en haut, à côté des En haut. instructions. Il y a un onglet ressources, à côté Oui, des oui, les instructions. ressources là. Ok. Donc, ici, on vous dit les différents comptes que vous devez utiliser. Vous connectez soit au portail, la VM que vous devez utiliser, si vous devez redémarrer la VM, ainsi de suite. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? À part les challenges là. Oui, oui, ça va pour. Ok. Bon, comme on a déjà ouvert, on va laisser. Normalement, c'est 1 heure. Donc, C'est 1 heure pour chaque tentative, c'est ça? oui, mais tu as déjà ouvert. Donc, on va vous laisser. Il est 10 heures. On va vous laisser qu'à 11 heures pour finir ce lab là. Et puis, on continue. C'est bon? Ok. Ok. Merci bien. D'accord. Merci.